Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Roger. C'est un grand plaisir en tout cas, comme il le dit en ce moment, pour recevoir. On sait combien vous êtes très occupé ici à Washington. Comment vous allez, hein? Ça va, tout va bien. C'est l'essentiel. Tout va bien. On sait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vous amènent ici à Washington. Mais là, monsieur le ministre, vous assistez à la 6e revue du programme avec le FMI ici à Washington, comme je le disais. Pourriez-vous nous fournir, monsieur le ministre, un aperçu de la situation actuelle du gouvernement de votre pays, la RDC, suite à une série d'approbations satisfaisantes, si je dois le dire ici, de la part de cette institution de Bretton Woods. De plus, pourriez-vous évoquer les implications même de cette revue pour la stabilité économique de la RDC, votre pays? Une équipe du FMI est venue à Kinshasa il y a environ un mois ou deux pour s'assurer qu'elle avait tous les éléments pour pouvoir faire une revue. Cette mission a été satisfaisante, c'était une mission exploratoire et suite à cela, ils ont reçu le mandat de venir faire la revue. Et nous profitons des assemblées de printemps pour discuter avec toutes les parties prenantes sur quelques petits éléments de réglage avant de finaliser la revue proprement dite qui se déroulera du 24 avril au 8 mai. Ah, d'accord. Voilà, Et donc, pour ce qui est de la situation du pays, comme vous l'avez vous-même sous-entendu, nous avons parcouru un long chemin qui n'a pas été facile ces 3 dernières années, qui consistait à maintenir un certain rythme, une certaine rigueur, certains équilibres fondamentaux pour préparer l'avenir, c'est-à-dire mettre le pays en situation de pouvoir espérer voir son émergence. Et pour ça, il fallait remettre de l'ordre dans les finances publiques, dans la manière de gérer les finances publiques, remettre de l'ordre dans la macroéconomie du pays. Et c'est un travail lourd, c'est un travail prenant que le commun des mortels ne peut comprendre de manière simple et évidente. Et ce travail a été fait, c'est comme ça qu'on a pu parcourir les 5 revues. Et en même temps, dans la même période, on a beaucoup réformé. On a pris des lois, des décrets, des arrêtés sur différentes questions liées aux finances publiques, liées à la gestion monétaire, liées aux réformes économiques. Tout ça, ça fait de nous un des pays qui a le plus réformé pendant ces dernières années. C'est comme ça qu'on a eu ce satisfait jusqu'à la 5e revue. Maintenant, c'est la dernière. On espère que ça se passera bien. Et si on y arrive, ce sera la première fois dans l'histoire du pays que le pays achève un programme avec le FMI. Une très bonne chose. Les finances publiques, pour continuer avec toujours dans cette idée, les finances publiques de la RDC ont enregistré, monsieur le ministre, une augmentation de plus de 28,8%. Quels sont les facteurs qui ont contribué, d'après vous, à cette croissance remarquable? Si vous prenez les 3 dernières années, l'augmentation est de l'ordre de 200%. C'est-à-dire qu'on a plus que triplé, on a triplé le volume du budget ou des ressources, que ce soit les ressources propres ou les ressources extérieures. Et ça, c'est dû au fait que, d'abord, pour ce qui est des ressources propres, il y a eu la bonne tenue des cours, globalement, même si récemment, le cours du cobalt s'est plus ou moins effondré. Mais globalement, on a eu une bonne conjoncture extérieure ces 3 dernières années. Et aussi, on a mis en place des réformes pour mieux sécuriser ces recettes. Parce qu'il y a eu une époque passée où on avait des embellis et cet argent n'entrait pas toujours dans les comptes du Trésor. On a veillé à ce que cet argent rentre effectivement. Et enfin, 3e élément, c'est que nous avons commencé à avoir un début de frémissement dans ce qu'on appelle le secteur non minier. C'est-à-dire tout ce qui conduit à une croissance, mais qui n'est pas directement lié au secteur minier. On a vu dans les BTP, le ciment qui était vraiment déprimé a repris, et il a aussi porté un peu la croissance, et d'autres secteurs, des services, les télécoms et autres, les assurances, on a vu d'autres secteurs qui ont commencé un peu à croître. Pour prendre l'exemple des assurances, nous avons plus que doublé le chiffre d'affaires consolidé du secteur des assurances en environ 2 années. Et nous continuons de mettre en place des réformes pour assurer que le secteur de l'assurance soit plus transparent. Pour vous donner une idée, nous savons que le secteur des assurances devrait, en principe, rapporter autour d'1,5 milliard de dollars, et on est à peine à 300 millions.
Et on était à 150 millions quand moi je suis arrivé aux affaires. Donc, nous travaillons. Cela a doublé. Oui, nous travaillons en espérant atteindre le véritable potentiel. Ouais. C'est une contribution à l'économie, contribution au PIB, contribution à l'emploi. À l'heure actuelle, les primes d'assurance sont payées à l'étranger de manière illégale et donc ça crée des emplois à l'étranger. La bataille que nous menons, c'est de nous assurer que les acteurs économiques, notamment secteur minier, secteur pétrolier, se conforment à la législation et qu'ils payent leurs primes d'assurance dans le pays. Ça fera des recettes fiscales pour le pays, ça fera de l'emploi pour le pays. C'est un des enjeux importants que nous menons. Comment le ministère des Finances, monsieur le ministre, a-t-il contribué à l'amélioration aussi de climat des affaires en RDC? Parce que sur nous, c'est l'une des choses dont vous parlez ici à Washington, entre aussi les entrepreneurs. Comment ce climat d'affaires se passe en RDC par rapport aussi de l'instauration de la bonne gouvernance, ce sens? Oui, le climat des affaires, c'est beaucoup d'éléments. D'abord, c'est l'image, la perception que nous sommes dans une économie qui veut développer le pays, qui veut apporter plus de transparence, qui veut faire progresser le pays. Et ça, c'est l'engagement politique. Nous avons la chance, pour la première fois depuis des décennies, d'avoir un président de la République qui est clairement dédié à cela, qui est sans ambiguïté par rapport à sa volonté d'apporter plus de transparence et plus une efficacité dans la lutte contre la corruption. Maintenant, ça doit se mettre en œuvre. La mise en œuvre de tout cela, c'est tout le corps qui doit travailler. C'est la justice, c'est les corps de contrôle, c'est l'administration. Et c'est une étape qui est un peu plus difficile parce que les gens étaient tellement dans des habitudes mauvaises. Et c'est là que nous sommes exactement en ce moment. Et nous prenons des lois et des mesures pour pousser les gens à plus de transparence. Il y a l'action de contrôle qui se fait au quotidien, mais il y a les réformes qui se font en toile de fond qui font que demain, ça ne sera plus possible de faire comme avant. Je peux vous donner un seul exemple, celui de la déclaration des revenus et du patrimoine. Nous avons fait valider une loi en décembre de l'année passée qui instaure l'impôt pour les personnes physiques et donc l'obligation, à partir de l'année prochaine, pour tout citoyen qui a des revenus, de déclarer chaque année son patrimoine et ses revenus. Et comme ça, on calculera sa contribution fiscale au pays en fonction de son patrimoine et ses revenus. Ça, c'est une innovation majeure. Et c'est ça qui, de proche en proche, de manière structurée, va conduire à ce que la corruption soit réduite, parce que chacun sera redevable. Lorsqu'on aura un cadastre qui sera intégralement fiscalisé, donc à chaque bien correspondra un contributeur fiscal, un numéro fiscal, de proche en proche, ça sera de plus en plus difficile de frauder ou de justifier des enrichissements sans cause, etc., etc. C'est ça le travail de fond que nous faisons et c'est ça qui va faire la différence. En dehors de ça, nous avons le travail quotidien, les corps de contrôle, nous avons réhabilité la CNRF qui fait la lutte contre l'anti-blanchiment. Nous sommes dans la feuille de route pour la lutte anti-blanchiment. Nous avons pris une nouvelle loi anti-blanchiment qui maintenant a introduit des nouvelles notions comme des notions de personnes politiquement exposées, de conflits d'intérêts, toutes des notions qui n'étaient pas vraiment dans notre arsenal juridique. Et donc maintenant, il faut que la justice se saisisse de ces nouvelles notions dans son travail, qu'elle puisse l'appliquer. Ça prend un peu de temps, mais c'est du travail de fond, c'est du travail structuré. Le travail quotidien de contrôle continue, mais vous savez, si le cadre n'est pas bon, le contrôle peut très vite déraper d'une manière ou d'une autre, parce que le contrôleur lui-même doit être contrôlé, etc., etc. Donc il faut un système. Là, vous parlez de la justice et nous avons suivi que le président Tshisekedi, lui-même, il a parlé. C'est sa grande... Exactement. Et donc, vous, du côté finance, vous faites ce que vous avez à faire. Mais finalement, la justice n'arrive pas, c'est ça aussi le problème. Et nous y reviendrons. Mais dans mes émissions, monsieur le ministre, j'ai une émission à la Voix d'Amérique chaque jour, 7 jours sur 7, et je parle à plusieurs Africains, et les Congolais en particulier. Mes fidèles auditeurs de 4 coins, en tout cas de la RDC, expriment régulièrement, monsieur le ministre, leur frustration. Même si les finances publiques s'améliorent, comme vous êtes en train de le dire d'ailleurs, ils ne constatent pas d'impact direct sur leur vie quotidienne. Quelle est, monsieur le ministre, la raison de cette disparité, si je le dirais ici, apparente, entre l'amélioration économique
dont on est en train de parler en ce moment, et la réalité vécue par cette population. Oui, mais peut-être qu'on fait peut-être trop de bruit sur cette amélioration globale et pas assez sur le travail de fond qui est en train de se faire. Mais sachez une chose, c'est que quand vous comparez avec la majorité des pays autour de nous, notre budget est extrêmement faible. Même s'il a été multiplié par 3, quand vous le ramenez par tête d'habitant, ça reste un des plus faibles. 10 milliards. Oui, 16 milliards. Ça reste un des plus faibles du continent. Et dans les 16 milliards, il y a une partie qui concerne les appuis des partenaires. Les appuis des partenaires ne vont pas directement dans la caisse des gens, ils vont dans des projets qui servent à transformer la vie des gens. Il s'agisse de l'adduction en eau, des projets d'électrification, des projets d'appui aux communautés, etc. Des projets de construction des routes qui sont des projets importants. Ça prend du temps pour se mettre en œuvre, mais c'est ça qui va apporter la transformation. Je peux vous dire que c'est grâce à tous ces efforts que nous pouvons être quasiment certains que dans 3 ans, à partir d'aujourd'hui, nous aurons pour la première fois depuis 60 ans la possibilité de traverser le pays d'ouest en est. Nous pourrons quitter Banana jusqu'à Bukavu. Et ça, c'est de l'argent qui est déjà mobilisé, qui est en train d'être mis en œuvre. Les travaux, pour certains, ont déjà commencé, d'autres vont commencer au mois de mai. Ça, c'est la grande transformation que nous apportons grâce aux efforts que nous avons faits, grâce à l'embellie. Il y aura de grandes implications économiques. Donc, moi, je vis ça un peu comme parfois un papa qui gagne un peu plus d'argent et les enfants disent « Oui, mais papa, moi, je veux aller à la foire. Papa, moi, je veux ceci. Papa, moi, je veux un iPhone. » On dit « Attention, cet argent, je dois préparer votre avenir. Je mets de côté pour études universitaires. Je mets de côté, je construis une maison pour vous demain, et ainsi de suite. J'ouvre un compte épargne pour vous. » C'est ça un peu la vérité. Et l'enfant a faim maintenant, monsieur le ministre. Oui, néanmoins, l'enfant a faim. Maintenant, parlons de l'enfant qui a faim. Croyez-moi, au moment où nous parlons, quand vous voyez les chiffres de la masse salariale que nous avons payée, que nous payons aujourd'hui, elle a été multipliée par 4, alors que les recettes publiques, au mieux, ont été multipliées par 3. Ça veut dire qu'ils ont fait un gain. On a payé beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de personnes. Je vous donnerai les chiffres, parce que j'ai demandé qu'on me prépare les chiffres précis pour montrer l'effort qui est fait. Et même ça, j'ai toujours dit, lorsqu'on fait des progrès, 20% d'augmentation sur une année, ça fait 1,5 milliard, 2 milliards de plus. Prenez cet argent de plus. Vous savez, en termes de communication, ça fait bien, c'est-à-dire qu'on augmente, le budget augmente, mais prenez ces 2 milliards de plus, divisez-les par 100 millions d'habitants. Ça vous donne 20 dollars par habitant. Donc, si on devait vraiment les parler, alors, il en faut beaucoup, beaucoup plus pour que chacun dise, oui, maintenant j'ai santé. C'est possible. Mais c'est possible. Mais la meilleure façon de le faire, c'est de privilégier l'investissement. Parce que l'investissement a un effet multiplicateur et il prépare l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes environ à 11% des recettes propres qui vont dans l'investissement. Et quand on ajoute les recettes extérieures, on est à 15%. On était à 1% quand nous avons pris les affaires en 2019. On a ramené ça à 4% quand on a fait le projet de 100 jours, etc. Maintenant, on est à 11% et 15% si on ajoute les recettes extérieures. Nous préparons l'avenir. Nous préparons l'avenir. Je ne sais pas si on peut faire mieux que ça. Notre responsabilité, c'est de dire, oui, il y a des progrès, mais ne croyez pas que ces progrès vont résoudre vos problèmes immédiatement et pour tout le monde. Ce qu'il faut, il faut utiliser cet argent de la meilleure manière qui soit pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui pour le maximum de Congolais. C'est ça la question. Et ce n'est pas quelque chose à la portée de tout le monde. C'est une question de responsable. C'est une question de responsabilité. Et comme on est dans un environnement où il y a beaucoup de pauvreté, parce que le pays est très pauvre, beaucoup manipulent l'opinion de manière négative. Mais le seul risque, c'est de tout perdre. Parce que les efforts sont pas faciles à faire, ça prend du temps, et vous pouvez vite les perdre, soit parce que vous déroutez la population avec du populisme, soit parce que vous faites des mauvais choix, vous privilégiez l'immédiat plutôt que l'avenir. Et là, vous parlez, monsieur le ministre, de la pauvreté de ce peuple-là, et permettez-moi de vous poser cette question. Je vais dire souvent. Sûrement, vous vous êtes posé cette question avant de devenir ministre de ce grand pays, ministre des Finances, ce grand pays. La RDC, monsieur le ministre, possède l'un des sous-sols les plus riches du monde, on le sait tous, avec des ressources minières telles que les diamants, le cuivre, les thon, le cobalt, beaucoup plus. De plus, ce pays dispose même de vastes ressources forestières et de sols fertiles propices à l'agriculture. Alors,
Moi, j'ai dit sûrement vous êtes posé aussi cette question, j'en suis sûr. Pourquoi, malgré ce potentiel économique, la population congolaise vit-elle toujours, monsieur le ministre, dans la pauvreté? Parce que justement, il faut que l'argent disponible soit utilisé de la manière la plus productive qui soit. Ça, c'est un. Deuxièmement, même quand cela est fait, les résultats en matière de sortie de la pauvreté ne sont jamais immédiats. Ils sont là. Maintenant, nous avons, on parlait de réduction de la pauvreté. Vous savez que avec une mesure comme la gratuité de l'éducation, vous savez que c'est un élément qui contribue à réduire la pauvreté. Et ça, c'est avec un impact immédiat. Parce que d'une année sur l'autre, on demande aux foyers les plus pauvres de ne pas payer 300, 500 dollars, 200 dollars qu'ils payaient pour les enfants pour leur scolarité. On leur dit, gardez ça pour vous, investissez ça, mettez-le dans un investissement quelconque, un petit commerce, une moto, un pouce-pouce pour compléter vos revenus. Ça, c'est une réduction de pauvreté immédiate. Parce que cet argent qu'ils payaient dans les écoles, ils l'utilisent pour eux-mêmes. Et s'ils sont sages, ils vont le mettre dans un investissement productif. Donc, ça, c'est une façon immédiate de réduire la pauvreté. Et ça, nous l'avons fait. Depuis 2019-2020, on a mis en place la gratuité grâce au courage du président de la République. Et depuis lors, chaque année, l'argent qu'on fait économiser aux familles dépasse le milliard de dollars. Dépasse le milliard de dollars. Et cet argent qu'il payait aux familles, c'est désormais l'État qui le paye. Que les familles payaient aux écoles, pardon, c'est désormais l'État qui le paye aux écoles sous forme d'augmentation de salaire pour les enseignants et sous forme de frais de fonctionnement améliorés pour les écoles. Ça, c'est un résultat concret qui réduit la pauvreté. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Il faut aller plus loin, il faut aller plus vite. Mais il faut avoir les moyens. Alors, pour ça, il faut que l'économie grandisse. Nous avons vu le PIB s'améliorer, mais pas encore assez. Pour aller plus vite et plus loin, nous savons que la solution, c'est la diversification de l'économie. C'est-à-dire créer plus de valeur ajoutée locale sur nos produits locaux et puis créer plus de valeur ajoutée sur des produits plus variés. Aujourd'hui, l'économie dépend trop de mines et de mines en exploitation primaire, c'est-à-dire on produit, on exporte. Il faut que ces produits soient davantage transformés localement. Alors là, on partage la plus-value localement, en salaire, en bénéfices pour les entreprises, en impôts, dont le pays grandit. Et ça va très vite. Si nous commençons la transformation locale, vous vous rendrez compte que très vite, le pays va passer de milliards de billions à trillions, comme on dit. Et c'est ça l'avantage. Moi, j'ai vu un exemple en Indonésie. Nous avons été en visite d'échange avec les autorités indonésiennes et on avait sur un produit, le nickel. Ils produisaient un peu comme nous produisons le cuivre en brut, 3 milliards de dollars par an. Ils ont commencé à transformer ce produit, à ajouter de la valeur. Et en 5 ans, le produit avec toute la valeur ajoutée est passé de 3 milliards à 33 milliards. Voilà, pour vous donner une idée. Vous voyez comment on peut transformer un pays. Et ces 33 milliards, donc c'est de la valeur ajoutée, partagée localement en salaire, en bénéfices, en impôts. Et donc c'est un enrichissement incroyable, exponentiel. Mais pour ça, il faut des hommes capables, il faut des entrepreneurs, il faut beaucoup d'énergie. Et l'énergie, c'est aussi un des défis que nous avons. Parlons un peu on parle de l'argent, comment l'argent est poussé, mais nous savons aussi, monsieur le ministre, que les investissements que vous avez réalisés jusque-là dans l'acquisition d'équipements militaires pour les FARDC contribuent à renforcer la sécurité nationale face aux nouvelles menaces de sécurité. On parle surtout à l'est de la RDC. La VOA rencontre toujours ce qui se passe en RDC jusqu'à janvier. Évidemment, cette situation affecte l'économie, la société et la stabilité même financière de la RDC. Mesures tangibles, monsieur le ministre, parce que notre département dépense beaucoup d'argent. Et la population peut dire, mais pour la sécurité. Mais non, mais c'est un peu ça le problème. Écoutez, est-ce qu'on peut trouver normal que notre pays, qui a le plus grand potentiel en matière énergétique, importe de l'énergie pour 400 millions de dollars des pays voisins, notamment
pour alimenter la zone minière de Katanga. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est normal que nous importions du maïs venu de Zambie alors que nous avons des terres meilleures chez nous? C'est pas normal. Il y a beaucoup de choses anormales. Est-ce que c'est normal que nous ayons 100 millions d'habitants et que nous dépendions aujourd'hui de l'industrie qui s'est développée dans tous les pays limitrophes et qui profite de notre marché pendant que nous avons rendu notre industrie non compétitive parce qu'il y a trop de coûts, trop de tracasseries, trop de corruption et pas assez d'infrastructures. Est-ce que c'est normal tout cela? Ça veut dire qu'on a beaucoup de problèmes à régler. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est un héritage de 50 ans, de 30 ans. Nous étions à un moment donné une petite puissance industrielle. Nous vendions des produits partout autour de nous. Aujourd'hui, c'est des voisins qui vendent chez nous. Parce que nous devons nous remettre en question. C'est tout simplement ça. Et se remettre en question dans tous les domaines. Et l'armée, la sécurité n'échappe pas. C'est la même chose. Quels sont vos commentaires sur les récentes accusations sur lesquelles vous effectuez des paiements en urgence qui vous avez été suivis, contribuant ainsi à des déficits budgétaires? Non, c'est des mélanges c'est des mélanges de mauvais goût, c'est des comment on appelle ça, des ragots de comptoir qui n'ont pas de place devant certains médias comme les vôtres. Effectivement, parce que j'ai vu votre tweet aussi ce matin, vous avez commencé par dire « Ce qui ont appris à méconnaître depuis que je suis associé à la gestion des affaires publiques savent que je ne suis pas du genre à fuir mes responsabilités, ni la vérité apparemment. » Vous voulez parler à la presse? Oui, parce que, écoutez, il y a deux choses. Nous sommes dans un pays qui est jeune et fragile. Et comme on dit, je crois que c'est une parole biblique qui dit, vous qui êtes forts, supportez les faibles. Alors, devant tant d'ignorance, devant tant de méchanceté gratuite, j'ai aujourd'hui tous les moyens d'aller en justice et de faire condamner des journalistes. Très facilement parce que tout est clair. Mais si je le faisais, ça se retournerait contre moi. On dirait, voilà, il utilise sa position pour faire mal. Et donc, je préfère expliquer. Parce que j'estime que, en tant que responsable, il faut aller vers les gens, il faut expliquer. C'est tout ce que je vais faire. Mais sinon, si on doit aller, par exemple, dans le judiciaire, chaque jour ici que tu as fait, des journalistes, appelons les journalistes, même si on sait que c'est pas des vrais journalistes, sont payés pour insulter, pour calomnier, pour inventer des histoires. Pourquoi, d'après vous? Mais pour plusieurs raisons. Écoutez, d'abord, on ne jette des pierres que sur l'arbre qui porte des fruits. Je peux, en toute modestie, dire que j'ai considérablement contribué à tous les grands résultats globaux que nous avons obtenus ces 5 ou 3 dernières années. Ça, tout le monde le sait. Et donc, et puis je suis ministre des Finances. C'est une place qui est convoitée par tout le monde. Comme la majorité des gens, malheureusement, est dans une logique de prédation, de consommation d'argent, eh bien, le réflexe naturel, c'est de dire, bon, on l'a assez vu là-bas, bon, maintenant il doit partir, nous on veut. C'est congolais, ça, malheureusement, et c'est dommage. Mais moi, ça ne m'émeut pas, parce que ça fait partie du processus de notre pays. Quelles sont les principales priorités de la deuxième administration Tshisekedi en matière de réforme politique et de participation civique, et quels progrès ont été réalisés dans ce domaine? Sur le plan? Ouais. Sur quel plan? Sur des réformes du côté administration. Ben, écoutez, tout ce qu'on fait en matière de finances publiques, c'est aussi l'administration. Avant de rétablir la chaîne de la dépense, etc., ça fait partie aussi de l'administration. Mais on doit faire plus que ça, je suis d'accord. Je peux vous dire même, nous sommes en train de finir le premier programme avec le FMI. Ce n'est que le point de départ. De mon point de vue, ce n'est que la préparation. Maintenant, on va entrer en profondeur. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? L'administration, depuis 50, 60 ans, a perdu ce qu'on appelle le sens de la sélection. On ne recrute plus par des processus de sélection, on recrute par affinité. Alors que l'un des principes du recrutement de l'administration, c'est le concours. Et donc, ça veut dire que depuis 50 ans, on a une fonction publique qui s'est créée comme ça. Les gens sont entrés par la fenêtre, par ceci, par affinité politique, familiale, etc. C'est ça qui remplit la fonction publique. Et quand tu vas gratter pour savoir est-ce que chacun contribue réellement, la réponse n'est pas évidente. Et quand tu vas gratter pour savoir est-ce qu'ils sont rémunérés correctement, la réponse n'est pas évidente. Il y a une minorité de gens dans l'administration qui a les moyens de se servir par prime et tout ça, qui travaillent plus ou moins. Il y a une majorité de gens qui n'ont rien et qui ne contribuent pas. Il y a des gens qui ont fait des années
sans vraiment travailler, sans avoir une table et une chaise. Mais ils sont fonctionnaires, ils ont un numéro matricule. Alors, est-ce qu'on peut aller loin avec une administration aussi faible et qui continue de s'affaiblir? Il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Raison pour laquelle le gouvernement a pris l'engagement, d'ici décembre, de mettre en place une véritable politique de recrutement. Même chose pour les rémunérations. Aujourd'hui, c'est très inégalitaire. Les salaires de base sont insignifiants. Les primes sont colossales, mais ne profitent pas à tout le monde de manière égalitaire. Il faut une politique de rémunération qui soit un peu plus transparente et égalitaire. Il faut que les gens puissent se projeter. Je commence à ce niveau, je finirai à tel niveau. Mon niveau de salaire me permet de louer une maison, de payer un crédit, etc. Il faut reconstruire tout ça. Il faut reconstruire des valeurs essentielles pour qu'on ait une administration digne de ce nom. L'administration, c'est le socle même d'un pays. Comme on dit, la plus grande des solidarités, c'est la solidarité nationale. Elle s'exerce par l'administration. Et donc, l'administration doit être préparée, consciente, doit être appropriée, aguerrie. Vous aviez parlé de la question sécuritaire. C'est la même chose pour l'administration. Et donc, nous devons avoir une armée solide, préparée, entraînée, professionnelle. Nous devons avoir une administration digne de ce nom. Malheureusement, aujourd'hui, on a un grand gap à rattraper sur ces deux terrains. Monsieur Nicolas Casali, je rappelle que vous êtes ministre des Finances de la RDC. Merci pour le temps que vous avez accordé. Merci, c'est moi.